La question qui est donc posée, c'est quand est-ce que Marine Le Pen baisse le pouce, quand est-ce qu'elle applique ce levier qui lui permet de faire chuter le gouvernement. Elle doit quand même y réfléchir à deux fois, et c'est ce que disent la plupart des observateurs, puisque si elle censure rapidement le gouvernement de Michel Barnier, elle pourrait porter la responsabilité d'un nouveau chaos politique et institutionnel qui verrait la France ne pas avoir de gouvernement à nouveau alors qu'elle n'en a pas eu pendant tout cet été. Comment Michel Barnier a-t-il composé son gouvernement? A-t-il bien respecté les équilibres politiques? Et peut-on parler d'un gouvernement de cohabitation? Alors Michel Barnier a mis plus de 15 jours à former son gouvernement, 40 membres en comptant lui-même, parce qu'il y a eu des tractations longues et douloureuses avec les différents partis membres de sa coalition. Et oui, fini l'époque où le président et un petit peu le Premier ministre nommaient eux-mêmes les ministres parmi leur majorité. Il n'y a pas de majorité, et donc il faut se mettre d'accord avec les membres de l'ex-majorité macroniste et puis avec les Républicains, la famille politique de Michel Barnier. Ça a pris du temps, il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sortant, a expliqué que Michel Barnier comptait augmenter les impôts et qu'il s'y opposerait. Les centristes du MoDem ont mis en cause leur participation au gouvernement avant de rentrer dans leur rang parce que certains profils ne leur plaisaient pas. Des ministres issus de la droite conservatrice ont été pris pour cible parce qu'ils avaient voté par exemple contre le mariage homosexuel. Bref, tous ces soubresauts ont conduit à Michel Barnier à galérer, le mot n'est pas trop fort, pour constituer ce gouvernement. Et pendant ce temps-là, les Français attendaient avec des urgences. Est-ce que c'est un gouvernement de cohabitation? Michel Barnier dit que non. Chez Emmanuel Macron, on dit aussi que non. En fait, ça ne l'est pas tellement, en tout cas si on se réfère aux précédentes cohabitations de la Ve République, puisque une bonne partie de ce gouvernement est issue de l'ex-majorité d'Emmanuel Macron. Une grande partie de ce gouvernement est en réalité macroniste, il vient de ce bloc central qui s'inscrivait dans le sillage du président de la République. Par conséquent, on est dans une situation qui est hybride. Ni majorité absolue relative, ni cohabitation. C'est en fait un gouvernement de fragile coalition qui est composé à la fois d'une majorité sortante qui a perdu les élections et de ce parti Les Républicains qui ne les a pas gagnés non plus. Est-ce un gouvernement de rupture avec le macronisme? Alors Michel Barnier a promis qu'il y aurait des changements, à la fois dans le ton et dans le fond. On peut s'attendre à des changements sur le côté régalien, sur les questions liées au ministère de l'Intérieur. L'arrivée de Bruno Retailleau, qui est l'un des rares poids lourds politiques de ce gouvernement, place Beauvau, va-t-elle changer la donne après 4 ans sous le ministère de Gérald Darmanin? C'est ce qu'on verra. Sur la politique économique, en revanche, on peut s'attendre à peu de changements. D'abord parce que la droite et la Macronie présentent assez peu de différences de fond sur ces questions-là. Également parce que les ministres économiques sont des macronistes. Antoine Armand à Bercy, c'est un député macroniste. Laurent Saint-Martin au budget, c'est un ancien député macroniste. On peut s'attendre donc à une relative continuité. À une exception près, elle est importante, c'est sur cette hausse des impôts sur les plus riches qui a été évoquée par Michel Barnier. Emmanuel Macron n'avait jamais activé ce levier-là. Or, le nouveau Premier ministre en parle de manière assez décomplexée. Ça pourrait être une rupture dans la politique économique et fiscale qui a été menée jusqu'ici par Emmanuel Macron. Quels sont les dossiers prioritaires qui attendent ce gouvernement? À quelle réforme doit-on s'attendre? Le dossier qui est en haut de la table de Michel Barnier, c'est le budget. Alors, ça peut paraître technique de le dire comme ça, mais en réalité, c'est la vie quotidienne des Français qui risque d'être affectée s'il y a des modifications majeures dans ce budget. On peut penser aux crédits engagés pour la sécurité, sur les forces de l'ordre, pour la justice, pour le logement, et puis pour les retraites par exemple, et la quantité de dépenses sociales. Ce budget il va être très difficile à construire, puisque la France frôle les 6% de déficit public, qu'il faut trouver des économies. Alors pour trouver des économies, il y a deux solutions qui sont très simples. Soit on baisse les dépenses, soit on augmente les recettes. Or pour l'instant, Michel Barnier a plutôt l'air de s'orienter vers le levier des recettes, c'est-à-dire le levier fiscal, et n'exclut pas une augmentation d'impôts sur les plus aisés. Alors voilà l'urgence prioritaire de ce gouvernement, puisque ce budget il doit être adopté par l'Assemblée nationale ou passé au 49.3 dans le pire des cas avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Mais ce budget, concrètement, il affectera sans doute certaines des priorités des Français, qu'elles s'appellent pouvoir d'achat et fin de mois, qu'elles s'appellent sécurité et immigration, qu'elles s'appellent logement, qu'elles s'appellent santé, école, services publics. Tous ces paramètres qui vont rentrer en compte dans l'examen compliqué, périlleux du budget à l'automne. Les oppositions, notamment à gauche, ont violemment fustigé ce gouvernement. Peut-il vraiment tenir dans la durée?
Et est-il vraiment dans la main du Rassemblement national, comme le dénonce la gauche? Alors combien de temps tiendra le gouvernement Barnier? Ça, c'est la question à 1000 euros. Alors Michel Barnier lui-même, le jour de la nomination de son gouvernement, ne l'a pas caché à certains de ses interlocuteurs au téléphone. Il a dit tout ça est assez précaire. Autrement dit, il sait que c'est fragile. Pourquoi? Parce que son gouvernement n'a pas de majorité. Il est composé d'une alliance précaire entre la Macronie et la droite, les Républicains. Et autour d'eux, il y a deux blocs hostiles. Il y a le Nouveau Front Populaire qui rassemble tous les partis de gauche et qui a déjà annoncé qu'elle censurerait le gouvernement. Et puis il y a le Rassemblement national qui n'a pas dit qu'elle censurerait directement Michel Barnier, mais qui a très vite critiqué cette composition du gouvernement et notamment une certaine continuité avec le macronisme. Alors est-ce que le sort de ce gouvernement il dépend directement de Marine Le Pen? Oui, en grande partie, puisqu'il suffit qu'elle joigne les voix de ses députés à celles de la gauche pour que le gouvernement de Michel Barnier soit censuré, qu'il tombe immédiatement. La question qui est donc posée, c'est quand est-ce que Marine Le Pen baisse le pouce, quand est-ce qu'elle applique ce levier qui lui permet de faire chuter le gouvernement. Elle doit quand même y réfléchir à deux fois, et c'est ce que disent la plupart des observateurs, puisque si elle censure rapidement le gouvernement de Michel Barnier, elle pourrait porter la responsabilité d'un nouveau chaos politique et institutionnel qui verrait la France ne pas avoir de gouvernement à nouveau alors qu'elle n'en a pas eu pendant tout cet été. C'est pour cela que Marine Le Pen y réfléchira sûrement à deux fois avant de baisser le pouce et de faire chuter avec la gauche le gouvernement Barnier. La durée de vie de ce gouvernement, en réalité, la question est posée dès maintenant. Est-ce qu'il va survivre à un examen du budget? Est-ce qu'il va devoir passer le budget avec l'article 49.3 et donc être exposé immédiatement à une motion de censure? Est-ce qu'il peut tenir au-delà, c'est-à-dire jusqu'à début janvier, début de l'année 2025? Ce qui est certain, c'est que dans tous les camps du paysage politique, on s'attend à un gouvernement qui ne devrait pas tenir plus de quelques mois.